J'ai encore pas quelques trucs à vous raconter sur la pression et notamment une application, qu'on comprend depuis un bon bout de temps maintenant, c'est la poussée d'Archimède. Donc Archimède, c'est un grec qui, aurait dit la célèbre phrase Eureka quand il s'est immergé dans l'eau et qu'il a vu l'eau de son bain monter. Bon, il y a une part de mythe et une part de réalité là-dedans. En tout cas, c'est lui qui a découvert tout ça. Donc, je vais vous faire le lien entre ce que c'est la poussée d'Archimède, que je pense pas mal de gens connaissent, et la pression, d'où elle vient en fait cette poussée d'Archimède. Donc, pour faire ça, pour faire simple, bah, du coup, je prends l'exemple d'un bateau ici. Donc, son bateau il flotte parce qu'il subit la poussée d'Archimède. C'est-à-dire qu'en fait, il subit une poussée du halo qui fait que bah, il coule pas. Et les forces de pression, si vous vous rappelez les précédentes émissions, c'est des forces qui sont un peu comme ça. Elles sont perpendiculaires à la coque à chaque fois, hop. Et plus on va en profondeur, plus la pression est grande, vous vous rappelez? Donc ça fait des flèches plus grandes vers la fin, hop. Et donc là, c'est pareil de l'autre côté. Donc des petites flèches perpendiculaires, bon c'est pas très perpendiculaire, mais voilà, et de plus en plus grandes. Et en fait, la partie qui est horizontale ici, vous voyez que ça se compense. Il y a une partie qui va à droite ici, une partie qui va à droite ici, à gauche ici. Et donc la force totale, qui en résulte de ça, c'est une force qui est verticale. Donc c'est la somme de toutes les flèches qu'il y a là. Ça donne la poussée d'Archimède. Salut Mats. Donc du coup, je vais vous la dessiner en bleu, c'est parti. Donc là, la poussée d'Archimède, c'est une grosse flèche qui est en fait le résumé de toutes ces flèches-là. Alors en fait, je vous la mets ici. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on la met au centre de la surface de la coque, en fait. En fait, on la met, normalement, ça devrait partir de par là. Bon, pour l'instant, je le fais comme ça. Après, on verra que ça a quand même une importance. Et donc, en fait, ça, c'est ça la force. Ça, elle va ressembler à ça, la force de la poussée d'Archimède, qui est en fait la somme de toutes les forces de pression. Ça va bien, merci et toi. Donc voilà, donc en fait c'est parce que c'est symétrique, cette partie, la partie horizontale ici, la partie horizontale ici se compense, la partie qui est ici et ici vont se compenser, et il n'y a que ce qui est vertical qui va rester. Donc ça c'est d'où vient la poussée d'Archimède. Vas-y, pose des questions. C'est exactement le but de l'émission, c'est de poser des questions. Si je voulais pas de questions, je ferais du contenu YouTube, mais il y a plein de gens très bien qui en font déjà. Donc là, le but, c'est vraiment de poser des questions. Bon, après, par contre, si c'est une question qui n'a rien à voir, peut-être j'y répondrai pas, ou à la fin, ou peut-être je connaîtrai pas la réponse, mais c'est pas grave. Tu poses ta question, et puis si j'ai la réponse, je te répondrai, sinon, bah, tant pis. Pour voir mathématiquement, d'ailleurs, j'ai pas fait là, mais pour voir mathématiquement ceux qui sont pas familiers, quand vous avez un vecteur qui fait comme ça, et que vous lui rajoutez un vecteur qui fait comme ça, comme c'est le cas ici, là, et ici, je l'ai fait pour les deux premiers, bah, en fait, vous les mettez bout à bout. Il y en a un qui part comme ça, puis après, ça repart comme ça. Et donc, ce qui reste, c'est ça. Cette partie-là, là. C'est cette partie-là qui reste. Donc c'est pour ça que à la fin, on dit par symétrie, puisque là, les coques est symétrique, on va avoir un truc qui est vertical. Bon, en vrai, en fait, même si c'est pas symétrique, la pression va varier selon l'eau. C'est-à-dire que si c'est de l'eau salée, c'est pas la même. Et selon la profondeur. Mais donc, du coup, si ton bateau il a une coque qui est assez profonde, bah, du coup, la pression, elle est assez importante. D'ailleurs, ce que j'ai pas dessiné là, c'est vrai que j'aurais pu le dessiner, pas pu le faire en vert. Il y a aussi les forces de pression de l'air. Là, les forces de pression de l'air, elles vont comme ça. Mais elles sont toutes petites. Parce qu'on a vu que la pression dans l'eau, elle est beaucoup plus importante que la pression dans l'air. La pression ici et ici, les pressions sont les mêmes. Et dès que vous êtes dans l'eau, en fait, comme c'est plus lourd, vous avez une pression qui est plus importante. Donc en fait, vous avez une pression de l'air qui appuie dans l'autre sens, mais elle est très très faible. Donc si vous demandez ce que c'est que le bruit, c'est mon chien qui s'amuse avec son jouet. Donc voilà, paniquez pas. Si vous me dites si c'est trop gênant, je sais pas, j'entends pas. Donc du coup, ce que je disais, c'est qu'on a une pression, une poussée d'Archimède ici, qui est une force là. Et donc, il y a une formulation célèbre que je vais pas vous donner tout de suite, puisque je vous ai expliqué d'où elle vient. C'est-à-dire qu'en fait, le bateau là, il est stable. C'est-à-dire que il est pas en train de couler et il n'est pas en train de remonter. Il est stable parce que son poids, qui est, je vais le faire en violet, hop. Son poids qui est par là, hop, qui part par là, il va être compensé par la poussée d'Archimède.
Alors je vais vous expliquer comment ça se passe juste après, pourquoi c'est exactement compensé. Mais donc du coup, ce bateau-là, donc il prend une certaine place dans l'eau, en fait. Donc je vais vous enlever toutes les flèches là pour qu'on recommence à... Hop, ne pas enregistrer, pour qu'on recommence un peu à zéro, parce que sinon on va rien comprendre. Donc, ce bateau-là, hop, il occupe cet espace-là dans l'eau. Cet espace-là, bon, il faut que je me réhabitue à écrire, à dessiner avec la tablette. Donc, ce volume-là, c'est le volume qui serait de l'eau, vous êtes d'accord, s'il n'y avait pas eu le bateau. Bah, du coup, on peut faire la même forme ici à côté. Alors ah bah je peux pas dessiner en dehors, je suis bête. Bon, vous imaginez qu'à côté du bateau, on pourrait dessiner le même volume, mais dans l'eau. Et cette eau-là, bah elle tombe pas. Elle n'est pas en train de se lever non plus. Et donc en fait, cette eau, elle est portée par l'eau qui est tout autour. Vous êtes d'accord? Si vous me suivez bien, bah en fait, le bateau, il est pareil, il est porté. Je suis prof de physique-chimie en lycée, mais j'ai fait du collège aussi, ça c'est pareil. Enfin, c'est pas les mêmes trucs qu'on enseigne, mais c'est les mêmes profs. Et donc du coup, ce bateau-là, l'eau qu'il remplace, elle aurait été portée par cette eau-là. Donc en fait, imaginez-vous que ça c'est de l'eau. Bah, vous voyez, la poussée d'Archimède, elle compense ça. La poussée d'Archimède, elle compense le poids de toute cette eau. Et c'est pour ça que la formulation de la poussée d'Archimède, c'est qu'on dit que, alors je fais le grand truc tout en le officiel, hein, tout corps plongé dans un fluide de repos subit une force verticale vers le haut égale en norme au poids du volume. Mon chien est surexcité. Au poids du volume du fluide déplacé. Donc ça, c'est le volume du fluide déplacé. Et donc du coup, la poussée d'Archimède, elle est à l'opposé qu'aurait le poids de cette eau. Et donc en fait, ça, si votre bateau il coule pas, c'est exactement... Tu peux passer, ma chérie. Hein. C'est pas grave. C'est exactement le poids du bateau, en fait. Parce que du coup, ça se compense. Et si le bateau, il est plus lourd, est-ce que c'est le... Alors les océans, bah du coup, en fait, ça va dépendre de la profondeur. Par exemple, alors ça, c'était ce qu'on avait fait l'émission la dernière fois, mais on a vu que dans la fosse de Marianne, c'est là où on va le plus en profondeur possible et que tu es encore dans l'océan, qui est à 11 000 mètres de profondeur. Et du coup, tu as une pression qui est énorme. Parce qu'à chaque fois que tu fais 10 mètres dans de l'eau même pas salée, 10 mètres dans l'eau, ça correspond à une atmosphère. L'équivalent d'une atmosphère. Donc là, tu es à 1000 fois plus, donc tu es à 1000 atmosphères, qu'on appelle 1000 bars. Je sais pas si ça te parle, mais les bouteilles sous pression, tu en as des à 5 bars, même à 30 bars, ça commence à être très fort sous pression, donc 1000 bars, c'est énorme. Et après, donc ça change pas suivant océan ou mer, ça change souvent en fait la masse volumique de l'eau, donc c'est le poids d'un litre d'eau. Et donc si tu as plus de sel, et ça on va en reparler juste après, donc je te ferai juste après, mais si tu as plus de sel, bah du coup, la poussée d'Archimède est plus importante. Je vous montrerai une photo après qui est rigolote pour ça, c'est une photo assez grande. Donc assez rigolote. Donc ça, je reprends, ça c'est ah oui, je devrais lire les questions. Ok, bon, c'est pas grave. Le volume d'eau déplacé, donc ce volume d'eau-là, c'est la masse de cette eau-là, c'est la même masse que le bateau. Et si le bateau avait été un tout petit peu plus lourd, bah, du coup, son poids, il entraînerait un peu vers le bas. Mais du coup, là, il occuperait plus d'eau, puisque du coup, là, c'est comme si tout ça, ce serait... Tout ça... Oula, j'ai appuyé sur un mauvais truc, ça revient. Ah, j'ai appuyé sur le stylo, il fallait pas. Donc, je reviens. Donc, si tout ça... Ok. Mon stylo est en train de me faire des blagues. Voilà. Donc oui, je disais, hop, c'est comme... Du coup, s'il est plus lourd, il va être plus immergé. Donc du coup, il va prendre le volume de plus d'eau. Et donc, il va quand même, à la fin, avoir son poids qui est compensé par la poussée d'Archimède. Et c'est pour ça qu'il flotte. Jusqu'à ce que si vous mettez trop de poids et que l'eau elle arrive là,
bah du coup là l'eau rentre et là c'est fini. C'est pour ça qu'aussi si votre bateau tangue, dans les tempêtes quoi, il y a de l'eau qui rentre dedans, et du coup bah ça augmente la masse du bateau, et à la fin votre bateau il risque de couler. Donc ça c'est ça le truc, il faut quand même que ce soit étanche. Si vous en faites rentrer de l'eau, vous augmentez la masse et à force bah du coup ça coule. Ok, d'ailleurs c'est ce que je voulais montrer, hop. Ah j'aurais dû le montrer ouais, avec le truc. Non, je vais pas le montrer avec ça, parce que ça je peux pas écrire dessus. Hop, faut que je le montre avec ça. Hop, pas enregistrer. Donc le schéma de ce bateau, c'est pas moi qui fais ce beau schéma, je sais pas faire des trucs comme ça moi. Donc, en fait, si vous voyez là, ça c'est un cargo vide et ça c'est un cargo plein. Et la différence c'est que du coup, vous voyez qu'il n'y a pas la même immersion. Là, ça c'est plus haut que ça. Et donc du coup, le volume déplacé ici, vous voyez bien qu'il est plus grand ici, ce volume-là, que ce volume-là. Parce que, comme la poussée d'Archimède elle compense le poids et que là il y a plus de poids, il faut qu'il y ait plus d'eau déplacée. Alors que là, il y a besoin de moins d'eau déplacée puisque le poids est plus grand. Alors les avirons, la pression dans... Alors, je comprends pas trop ta phrase. Comme dans les avirons, je comprends pas trop ta question. Parce que les avions, ouais, l'aviron, c'est... Reprécise-moi ta question et j'y répondrai, mais là, j'avoue que je comprends pas la question, donc je peux pas vraiment y répondre. Mais du coup, en attendant, pour ce qui est de l'eau salée, tout ça, bah du coup, je t'en montre un truc directement, là. Hop, non, c'est pas ça que je vais faire. Non, je voulais pas faire ça non plus. Hop, qu'est-ce qui se passe, là? Voilà, ce que ça donne dans la mer morte. Ok, très bien. Donc là, la mer morte, donc ça, vous pouvez essayer de faire la même chose que ça à l'océan, à la mer Méditerranée, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez avoir à peine la tête qui dépasse, et les jambes et tout ça, vous n'allez pas être à l'aise. Si vous commencez à mettre les bras en haut, vous allez couler. Pourquoi dans la mer morte c'est différent? C'est parce que dans la mer morte, la masse volumique de l'eau, c'est 1200, combien 1240 kg par mètre cube, alors que l'eau normale, un mètre cube c'est gros, hein. Un mètre cube c'est un mètre sur un mètre sur un mètre. L'eau normale c'est une tonne, 1000 kg. L'eau de mer, c'est plus lourd, parce qu'il y a du sel dedans en plus. Donc c'est un peu plus lourd, et la mer morte elle est très 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 salée, donc c'est encore plus lourd. Donc vous flotterez mieux à l'océan et à la Méditerranée qu'à une piscine municipale, parce que la piscine municipale c'est de l'eau très douce, et vous flotterez encore mieux. Donc j'ai jamais fait l'expérience, mais ça j'avoue que c'est un truc qui me ferait plaisir. Bon après il faut quand même y aller juste pour ça, bon voilà, faut avoir envie d'y passer. Mais à mer morte, du coup on flotte très 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 facilement, puisque l'eau étant plus lourde, elle nous porte plus facilement. Maintenant, on va pas aller flotter dans ça, mais un autre truc qui est très très lourd, un liquide qui est très très lourd, c'est le mercure. Est-ce que j'ai noté ça? Voilà, la densité du mercure, c'est 14. Ça veut dire que la mercure, c'est 14 fois plus lourd que l'eau. Donc imaginez, ne le faites pas, mais si vous baigniez dans du mercure, vous flotteriez énormément. Il n'y aurait pas besoin d'être... Il y aurait très peu du corps qui aurait besoin d'être immergé. Voilà, bah alors du coup, je vais te la montrer tout de suite, la vidéo, on va en discuter. De la vidéo, hop, parce que j'en ai une aussi. Hop. Alors, j'ai essayé le son en anglais. Ok, donc là, bon, c'est en anglais, donc je sais pas si vous parlez anglais, mais je vais quand même vous commenter, c'est pas grave. Donc là, c'est du mercure. Donc là, il y a mis du mercure dans une bassine. C'est un youtubeur. Alors, j'ai pas mis les références, mais je les mettrai sur le Discord comme ça, si vous voulez aller voir les vidéos que je vous passe, parce que je les coupe et tout ça. Si vous voulez voir les vidéos en entier ou voir ce que les gens font, parce qu'ils ont d'autres vidéos qui pourraient vous plaire, hein. Je vous les mettrai sur le Discord. Donc là, il y a une bassine remplie de mercure. Donc vous voyez, attention, hein, il porte des gants, tout ça. Alors ces gants, ils sont pas scotchés, il fait ça un peu comme un touriste quand même. Pas très sécurité. Le mercure, en fait, c'est pas tant dangereux que ça quand il est sous cette forme-là, si vous n'avez pas de coupure, s'il va pas dans le sang, si vous le respirez pas, il faut pas le respirer. Là, il est en extérieur, donc il le respire pas trop quand même. Faut pas le respirer, il faut pas avoir même la moindre petite coupure, sinon après, on risque de s'empoisonner. Donc, dans le doute,
on manipule pas trop le mercure. Mais donc, du coup, lui, il fait l'expérience pour nous, donc bon, bah, c'est lui qui prend les risques. Et donc, il met son enclume sur, dans le bain. There it is. Oula. It's floating. Look at that. The iron anvil floats because mercury has a density nearly twice that of iron. Donc là, ce qu'il dit, c'est que l'acier a une densité plus faible que le mercure, c'est pour ça que ça flotte. L'acier, c'est 8, donc c'est 8 fois plus lourd que l'eau, et le mercure, c'est 14. Donc ça veut dire que vous avez un rapport de 8 sur 14 qui est immergé, et les 6 sur 14 qui restent, qui sont émergés. Donc qui sortent, qu'on voit ici. Donc c'est assez bluffant, c'est pour ça que je trouvais ça sympa à vous montrer. In fact, due to the density ratios, the iron actually floats better than wood does in water. Push it under. Let's push it down. Oh, it's hard. Donc là, il essaye de pousser le truc. Le mercure, c'est utilisé, pourquoi de base on l'utilise très peu de nos jours, parce que c'est à cause des dangers, justement, le mercure. L'utilisation du mercure, je sais pas. Là, j'avoue qu'on s'en servait, bon, à une époque dans les thermomètres, c'était l'utilisation la plus courante. Et les baromètres, puisque au 19e siècle, les premiers baromètres, je vous en avais parlé, c'était au mercure. Mais de nos jours, vu qu'on trouve toujours des substituts qui sont moins dangereux, on préfère utiliser des choses qui sont moins dangereuses parce que le thermomètre en mercure, c'est pas dangereux en soi, mais si tu le casses, tu as du mercure partout chez toi, et il va s'oxyder et il va devenir nocif pour la santé, donc t'évites en fait. Donc le mercure, non, je crois que je vois pas d'utilisation qu'on a encore de nos jours. Il doit y en avoir, j'imagine, dans des contextes bien précis, mais je vois pas. Donc là, je m'étais arrêté sur cette vidéo-là. Vous voyez là, il est en train de galérer à la pousser en enclume. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut qu'il immerge. Je vous ai dit, il y a 6/14e qui sont encore au-dessus. Il faut qu'il les immerge. Donc il pousse. Donc en fait, c'est l'équivalent de comme s'il le soulevait, mais du coup, c'est vers le bas, du coup, de 6/14e de l'enclume. Donc comme c'est lourd, du coup, il faut appuyer. Pardon, pas 6/14e. Le volume de 6/14e, mais c'est du mercure, donc c'est encore plus lourd. Donc en gros, c'est quasiment la moitié. Donc en fait, il doit, comme s'il devait pousser la moitié du mercure, du volume de l'enclume. Bon, je me suis en train de m'embrouiller là. Donc c'est dur. Voilà. Oh, that's great. Here, let's try it again from the other side. Ok, un dernier truc sur lequel on va revenir après. Hop. Quand il met là, on va pas s'en servir tout de suite, mais juste à la fin de l'émission, on va en parler. Donc je vous le remets là. Vous regardez, là, elle est verticale l'enclume. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il dit doesn't seem to want to stay upright. Ça veut pas rester debout. Elle veut se coucher l'enclume. Et voilà. Alors du coup, il l'aide pour pas qu'il y ait d'éclaboussure. Donc ça, on va voir plus tard pourquoi c'est comme ça. Alors là, on a fait ça avec des liquides. La poussée d'Archimède dans des liquides. Est-ce que vous avez des idées sur d'autres fluides qui peuvent utiliser la poussée d'Archimède, où la poussée d'Archimède est utilisée? Dans quoi est-ce qu'on utilise la poussée d'Archimède? Est-ce que vous avez une idée ou pas sur le chat? L'essence. La poussée d'Archimède sur l'essence? Ouais, après c'est encore un liquide, mais ouais, alors l'essence, il y avait les détecteurs de hauteur de réservoir qui étaient sur la poussée d'Archimède. À une époque, t'as un bouchon qui poussait un truc et ça te notait. Mais je crois que de nos jours, c'est avec des capteurs, rien à voir. Mais sinon, la poussée d'Archimède sur l'essence, c'est pour ça que l'essence flotte. Mais en fait, là, tu es encore en train d'imaginer un liquide. Alors, il faut penser un peu différemment. La poussée d'Archimède, on s'en sert aussi, par exemple, dans l'air. Alors, je vous en ai parlé un petit peu, mais bon, ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas là la dernière fois, donc je vous en ai parlé un petit peu la dernière fois de la poussée d'Archimède dans l'air, sans dire que c'était la poussée d'Archimède. Mais par exemple, si vous avez une montgolfière, donc vous chauffez l'air qui est dedans, et du coup il est plus léger. Alors je vais pas revenir sur le truc que j'avais dit la dernière fois, enfin je peux revenir vite fait si vous voulez, hein, mais
En gros, la dernière fois, je vous avais dit que, bon, c'est ça un peu d'équation. L'équation des gaz parfaits, c'est PV est égal à N fois R fois T. Et en gros, ça, c'est la pression dans votre montgolfière. Ça, c'est le volume de la montgolfière. Ça, c'est la température de la montgolfière. Donc, si vous chauffez l'air qui est là-dedans, bah, comme vous êtes à une pression et à un volume constant, c'est-à-dire que votre ballon, il est comme ça, il a un certain volume, et la pression de votre ballon, ça va être la même que la pression à l'extérieur, puisque vous savez que là, c'est ouvert. Hein. Donc, si vous aviez une pression plus forte d'un côté ou de l'autre, ça serait équilibré. Du coup, si T, vous augmentez, bah, N, ça, c'est la quantité de matière. Ouais, voilà, bon, c'est pour ça que je ne vais pas revenir, parce que j'avais détaillé la fois. Donc, la quantité de matière diminue. Donc, en gros, si tu chauffes l'air, ici, il y aura moins besoin de gaz pour que tu aies la même pression. Du coup, l'air ici sera plus léger. Si tu te rappelles que l'air chaud, c'est plus léger, bah, du coup, si cet air est plus léger, tu vas avoir une pression... comment dire, tu vas avoir la pression qui va être ici due à l'air, qui va faire un certain truc, mais surtout qui va remplacer. En fait, l'air qui va être là remplace un air qui est plus lourd. Hop, ça, ce serait le ballon s'il était avec de l'air froid. Donc ça, c'est plus lourd. Ça, c'est moins lourd. Donc si cet air-là, il est moins lourd, la poussée d'Archimède dit que du coup, bah, il va s'envoler. En fait, ce qui se passe, c'est que ça aide à supporter la nacelle. Voilà, bon, c'est rapidement. En fait, ça, c'est des trucs que je pensais que t'es quand même pas trop... C'est pareil pour les ballons à hélium, quand vous avez un ballon à hélium, qui est comme ça. Bah, l'hélium, ici, à l'intérieur, vous savez peut-être que l'hélium, c'est plus léger que l'air. L'hélium, c'est HE qu'on l'appelle. Hélium. C'est plus léger que l'air, et donc du coup, à cause de la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède va être plus grande que le poids, puisque la poussée d'Archimède, c'est l'air déplacé, donc c'est l'air normal qui occuperait ce volume. Et l'hélium, qui est plus léger, du coup, lui, il a un poids qui est comme ça. Et l'air, ça, c'est le poids. Et l'air, lui, autour, il va faire une poussée d'Archimède qui va être plus grande. La poussée d'Archimède, on l'appelle pi, c'est pas très grave. Et donc, du coup, votre bâton, vu que le poids il est plus petit, bah, votre ballon, il va s'envoler. Mais du coup, comme ça, bon, les ballons d'hélium, vous avez déjà vu. Je voulais vous montrer un truc un peu différent, ce qui va être un peu l'inverse, en fait, du ballon d'hélium. C'est, et si je faisais flotter de l'air, hop, si je faisais flotter de l'air dans un autre gaz, un gaz, alors, qui s'appelle l'hexafluorure de soufre, donc qui est 5 fois plus lourd que l'air. Et donc on va faire flotter cette petite barquette d'aluminium ici. Alors on voit pas très bien ici, hop. Voilà, parfait. On va faire flotter cette petite barquette d'aluminium. Ouais, alors le ballon d'hélium, il va monter très très haut. Et à un moment, il va, du coup, comme la pression diminue à l'extérieur, du coup, lui, il va augmenter en volume. Et au bout d'un moment, le volume va être trop grand et il va casser en fait. Donc normalement, ton ballon d'hélium, après, il casse et il tombe. Mais il tombe, il casse, l'hélium s'évapore, pas du tout. L'hélium s'échappe et du coup, le ballon retombe puisqu'il est plus rempli à l'hélium en fait. C'est ça qui se passe normalement dans un ballon à hélium. Donc là, on va faire l'inverse. Au lieu d'avoir de l'air qui est lourd par rapport à l'hélium, ici, on a de l'air et on va remplir l'aquarium ici. On va le remplir avec un gaz qui est plus lourd que l'air. Alors vous n'allez pas le voir ce gaz, puisque c'est un gaz qui est incolore, il est même inodore, etc. Mais bon, inodore, de toute manière, ça on n'aura pas su. Mais donc on commence à remplir ce gaz. Donc là, c'est la bonbonne de gaz. Ici, c'est un petit dispositif pour que le gaz parte, parce que là, quand il sort, il a une certaine vitesse, et il va avoir tendance à partir. Vous vous rappelez, j'avais dit à un moment, les particules de gaz, à température ambiante, elles ont en moyenne une vitesse de 500 mètres par seconde. Donc si on le fait aller vers le haut, 500 mètres par seconde, ça va s'échapper tout de suite. Or là, on veut que ça reste en bas. Et donc vous voyez que là, bah, ça se met à léviter ce truc-là, cette barquette en aluminium. Alors en fait, c'est pas de la lévitation, c'est juste que c'est en train de flotter sur le gaz qui est l'hexafluorure de soufre. Donc là, il a fini de remplir, la personne qui a fait le film a fini de remplir ici. Et donc là, vous avez du gaz jusque là en fait. On ne voit pas,
Mais il n'y a pas de truc, hein. Là, il n'y a rien qui soulève le papier aluminium, il est juste en train de flotter. Donc ça vous paraît pas surprenant si je vous fumez un papier aluminium qui est rempli d'air comme ça, qui flotte sur de l'eau. Là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de l'eau, on a rempli, il flotte sur un autre gaz, un gaz qui est plus lourd. Ah non, c'est pas un gaz qui se trouve naturellement dans l'air. D'ailleurs, on a arrêté de s'en servir parce que il a des propriétés. Il n'est pas nocif pour l'homme, mais pour l'environnement, c'est pas terrible. Donc on s'en servait, par exemple, je crois, dans les frigos ou des trucs comme ça. Il est assez pratique pour faire de la science, mais il est un peu. C'est un gaz à effet de serre. Je suis pas sûr que. Est-ce que. Peut-être que je confonds, il est peut-être pas mauvais pour la couche d'ozone non plus, mais au moins, en tout cas, c'est un gaz qui est pas bon pour l'atmosphère, donc du coup, on l'utilise pas. On l'utilisait avant et maintenant on a remplacé les usages. Donc on s'en sert en général juste à titre de démonstration et pour faire rigoler. Parce que en fait, je ferai ça dans une autre émission, donc je ne vais pas en parler tout de suite, mais ça fait avoir une voix très grave en fait. Donc on expliquera ça quand on sera sur les sons, on n'y est pas encore. Donc là, notre petite barquette, ici elle est remplie d'air. Et donc je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer, ce sera plus simple. Je crois que j'ai préparé un truc, hop. Voilà. Du coup là, petit schéma. En fait, ce qui se passe, qu'on voit pas là, c'est que ça, hop, c'est invisible, mais je vous le dis, c'est là. Tout ça, c'est ce qu'on appelle du SF6. SF6, hexa 6, fluorure de soufre. SF6. Donc c'est le nom, c'est la molécule qui compose ce gaz. Et en fait, c'est une molécule qui est très grosse. F6, c'est très gros. C'est pour ça qu'elle est lourde. Beaucoup plus lourde que les molécules qui composent l'air. Ensuite, le coup. Ensuite, au-dessus, c'est de l'air. Tout ça, c'est de l'air. Donc l'air, c'est un mélange de molécules. Donc il n'y a pas une molécule, il y a plein de molécules. Principalement du diazote, N2, du dioxygène. Et le reste, c'est moins de 1%. CO2, etc. Et là-dedans aussi, c'est de l'air. À l'intérieur de la barquette. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici, alors peut-être pas, je vais le faire en blanc. Hop. Ça marche bien là, ouais. Ça marche bien le blanc, ça, vous voyez? Ça, c'est le volume de SF6 qui a été déplacé. Donc ça, il a été remplacé par de l'air. Donc là, c'est pas négligeable. En gros, du coup, la poussée d'Archimède dit que il y a une force qui est due à du truc rouge là. Hop. Ça, c'est la poussée d'Archimède. Ça, c'est la poussée d'Archimède. Donc cette poussée d'Archimède, elle correspond à la masse du gaz déplacé, donc à la masse du gaz qui aurait occupé la partie blanche s'il n'y avait pas eu la barquette. Et après, du coup, il y a le poids. Donc le poids, je vais le faire, je peux pas le faire, moi je vais le faire en vert. Hop. Il y a le poids qui va dans l'autre sens. Hop. C'est pas très beau, mais bon, voilà. Donc le poids qui est le poids de la barquette en entier. Et y compris le poids de l'air qui est ici. Le poids de l'air qui est ici, on s'en moque, puisque du coup, grâce à la poussée d'Archimède, il est compensé. Donc c'est que le poids de l'air qui est là. Et comme lui, il est 5 fois le poids de SF6, c'est 5 fois plus que le poids de l'air, il y en a un qui sert à compenser le poids de l'air, et les 4 autres fois qui servent à compenser le poids de la barquette en fait. Et c'est pour ça que votre barquette, elle flotte. Donc je trouve c'est assez stylé comme expérience, je trouve ça assez rigolo. Alors sinon, une dernière chose. Donc je vous avais dit, si avec l'enclume a été verticale et hop, elle se tourne comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous faites du bateau, quand vous chargez un bateau, nous, c'est pas notre métier, mais il y a des gens dont c'est le métier. Il faut bien charger le bateau en faisant attention à où est-ce qu'on répartit le poids. Et en fait, le poids, il faut le mettre vers le bas. Pourquoi ça? Pourquoi il faut mettre le poids vers le bas?
je vais vous simuler un bateau et les deux forces qui s'appliquent dessus. Alors c'est très DIY. Hop, pour simuler les forces, en fait, c'est très simple. Je mets du scotch et comme ça fait comme si les forces, elles sont dans le sens du scotch. Donc si vous avez le poids, hop, je mets ici. Si j'ai le poids ici, là pour l'instant, j'ai mis le poids vers le bas. Et le point d'application du poids en bas et le point d'application de la poussée d'Archimède en haut. Et donc si vous voyez, le poids il tire vers le bas, la poussée d'Archimède elle est vers le haut. Tout va bien. Il se passe rien. Si le bateau penche un peu, ça retire, ça se remet bien. Ok. Si maintenant on fait l'inverse, donc le point d'application du poids, il est ici. Je le mets ici. Ça c'est le point d'application de la poussée d'Archimède, ici. Alors, attention, ça va aller vite. Le poids il va vers le bas, et la poussée d'Archimède vers le haut, vous vous rappelez. Donc le poids va vers le bas, la poussée d'Archimède vers le haut. Ok. Donc là, pour l'instant, rien ne se passe. Mais si maintenant, j'écarte un tout petit peu, ça bascule, bah du coup, votre bateau, il chavire. Et c'est exactement ce qui se passe sur l'enclume. Si je vous fais un petit schéma. Hop, attendez. Ah ouais, mais il faut que je les ouvre avec ça. C'est pas très compliqué, c'est pas le plus intéressant, mais je vais finir avec ça, un petit truc comme ça. Alors. Il arrive, lui ? Ouais, alors du coup, alors G c'est le centre de gravité, et C c'est le centre de là où s'applique la force de la poussée d'Archimède. G c'est là que s'applique le poids, donc vous allez avoir une force qui est vers le bas comme ça. Hop, maintenant on va prendre... Et la poussée d'Archimède, elle va être comme ça. Oula, ça c'est pas terrible si je le fais comme ça. En fait, ce qui se passe là, vous voyez que vous avez vos deux forces, et donc si vous... Je pense que... Hop, je pense que vous voyez bien qu'est-ce qui va se passer, c'est que si je tire vers là et que je tire vers là, bah lui il va basculer vers là, et lui il va basculer vers là. Votre bateau il chavire. Donc c'est pour ça qu'il vaut votre centre de gravité plus bas que le centre de la poussée d'Archimède. Donc si on refait un autre schéma, hop, si vous là maintenant vous avez le poids ici, poids, et la poussée d'Archimède, hop, je vais faire en rouge tiens, pour changer, qui est ici, là vous voyez bien que ça va se redresser en fait. Donc vous allez avoir, si votre bateau il penche un peu à cause des vagues, bah là ça va faire un petit mouvement comme ça, et lui il va faire un petit mouvement comme ça, jusqu'à ce qu'il soit de nouveau bien allié. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les bateaux, bon, je sais pas qui c'est qui fait des bateaux ici, mais il faut bien répartir les masses. Si votre masse est trop importante en haut, bah du coup votre bateau il va chavirer. D'ailleurs si on regarde c'était où ? Le schéma ici, vous voyez que quand même on réserve, on s'amuse pas à mettre tout le poids en haut là, on en met en bas aussi. Pourquoi ? On pourrait très bien se dire bah on en met qu'en haut, parce que sinon il chavirerait votre tanker, enfin c'est pas un tanker, c'est votre bateau. Voilà.